Allô, Jean-François Leblanc, je suis réalisateur, scénariste, du moins j'essaye. J'ai fait plusieurs courts-métrages, puis j'ai surtout dernièrement fait mon premier long-métrage après 9 ans de travail, Ville et Misérables, qui est sorti en 2025. Une comédie bien niaiseuse, mais aussi intelligente. Aujourd'hui, je suis dans un club vidéo. J'ai grandi dans des clubs vidéo, mes parents en avaient un. J'avais 14 ans, puis c'était moi qui faisais les commandes de films. Des fois, j'avais des bonnes idées. J'avais commandé 4 copies de Rock, puis ça a full marché. Mais j'ai aussi commandé Dogville, puis ça a pas marché. Mon père me disait, c'est du théâtre, ça, c'est... Donc, j'étais censé prendre 5 films, j'en ai pris 6. Pascal Plante, je sais qu'il a fait un petit trick, fait que je limite un peu. On commence avec mon film préféré. C'est un film que je regarde très souvent. Je suis normal, inquiétez-vous pas. C'est juste que c'est mon comfort food à moi, les films d'horreur. J'ai grandi avec ça. J'ai écouté Chucky 2 très tôt dans ma vie, puis ça a comme changé complètement ma vie. C'est un film fait en 16 mm de Tobe Hooper. Le premier plan, d'ailleurs, de Ville et Misérables est une référence à Texas Chainsaw Massacre. C'est exactement le même plan. Ça n'a aucun rapport. Je me suis dit, je ferais peut-être juste un film dans ma vie, donc je me paye un trip. Très viscéral, très vrai. Ça fait peur encore, c'est super efficace. Le plan dans lequel Leatherface ferme la porte, une grosse porte en métal, le son me fait encore peur, même après 40 visionnements à peu près. Ça vieillit extrêmement bien. Il y a eu 12 000 remakes. La plupart, je pense, sont tous pas bons, en fait. Je pense qu'on ne sera jamais capable de refaire ça. Puis il y a une drôle de carrière, Tobe Hooper. Il n'a jamais réussi, on dirait, à topper ça. Mais il y a des petites pépites dans sa filmographie, mais il n'y a rien qui bat ça. Je sais que ça a l'air d'être un choix un peu évident. Mais je peux pas faire comme si ce film-là était pas dans la place ici. Il y a un gros bonhomme de Leatherface, fait que c'est sûr qu'il y avait un message de l'univers d'en parler. C'est ce que je fais aujourd'hui. Si vous l'avez jamais vu, regardez ça avec vos enfants. C'est pas vrai. Pas avec vos enfants. La fille a 6, fait que peut-être l'année prochaine. On verra. John Carpenter. Tellement fait de bons films, tous des grands films selon moi. Non, il y en a des moins bons. Assault on Precinct 13, c'est mon préféré, je pense. Un de ses premiers, c'est son deuxième, je crois. Beaucoup des westerns déguisés. Lui-même le disait, il voulait juste faire du War Dogs, puis mais avec de l'horreur au travers. Il y a une scène assez folle là-dedans dans laquelle un enfant se fait tuer on-screen, chose qui arrivait très rarement. C'est pas pour ça que c'est mon film préféré, là. Je suis plus sain d'esprit que ça. C'est plate qu'il fasse plus de films d'ailleurs. Il veut juste jouer au PlayStation, puis regarder le basketball. Mais bref, ça c'est incroyable ce film-là. Ça se passe dans une station de police, un stand-up avec une gang de... C'est ça que j'aime en fait des films de Carpenter, c'est que la menace est toujours invisible un peu. C'est toujours un groupe de personnes non identifiables, vraiment. Il n'y a pas vraiment de leader. On voit pas tant leur visage. Là, c'est comme des bikers un peu, une gang de rue qui regardent de loin un peu le poste de police. On sait pas pourquoi ils veulent aller là. Dans The Fog aussi, une gang de pirates fantômes. Même à la limite d'Halloween, Michael Myers a comme pas d'identité, il est vide. Puis ça me parle beaucoup. Ça a vraiment forgé mon identité de réalisateur, M. Carpenter. J'écoute encore beaucoup ses films. Je trouve que c'est le meilleur cadreur de l'histoire du cinéma. Il y a personne qui cadre comme ça, surtout le format anamorphique. Ça règle des 3/3, tellement belle. Je pourrais échanger mes enfants comme des cartes de John Carpenter, en fait. J'assume ce que je viens de dire. J'ai travaillé à la Boîte Noire aussi à Montréal. D'ailleurs, j'ai bien plus appris à la Boîte Noire qu'à l'université. Je sais pas si les gens de l'université vont écouter ça, mais les clubs vidéo, c'était mieux que l'école. Ici, pour mon prochain film, un film vraiment important pour moi, en 2005, quand j'habitais à Montréal, je suis allé à Alexandris, un cinéma qui n'existe plus. Un cinéma qui était bien étrange d'ailleurs parce que le commis était dans un hublot avec une image. Tu y parlais pas vraiment. C'était super bizarre. Mais il y avait plein de bons films qui passaient là. Il y avait le Festival du Nouveau Cinéma. La plupart de la programmation était présentée là. Puis j'étais allé voir un film qui a eu des bonnes critiques dans le Voir. J'allais le voir à l'aveuglette. Je connaissais pas le réalisateur. C'était Caché de Michael Haneke. Puis je suis sorti de la salle, puis j'avais le shake, en fait. La dernière fois que ça m'était arrivé, je pense que c'était Titanic au primaire. Fait que là, c'était pas pour les mêmes raisons. Mais oui, Caché, ça m'a complètement changé. Ça m'a pris 3 jours pour m'en remettre. On dirait que c'est là que j'ai compris que tu pouvais jouer avec les informations que tu révèles aux spectateurs. C'est quelque chose qui m'a marqué beaucoup, puis que je travaille beaucoup dans mes derniers films aussi, quand je fais plus dans du thriller. J'ai toujours décidé, est-ce que le spectateur en sait autant
que le personnage? Est-ce que le personnage en sait plus? Est-ce que le personnage en sait moins que le spectateur? Puis je trouve que c'est la base de tous les suspens de prendre ces décisions-là. Hitchcock était un grand joueur avec ça. Haneke aime beaucoup que les personnages en savent beaucoup plus que le spectateur. Je sais que pour certaines personnes, c'est bien frustrant parce que souvent, on comprend pas trop ce qui arrive. Mais je trouve que dans Caché, il y a de quoi... Les clés de compréhension sont pas trop cachées. Sont assez là. C'est un genre de suspense, des plans fixes. Je trouve que Haneke, c'est un des meilleurs pour faire des scènes de souper. En fait, c'est niaiseux, mais je trouve sa façon de découper des scènes de repas, il y en a dans pratiquement tous ses films. Il y a une aisance là-dedans. Puis aussi, pour les gens qui ont de l'anxiété de performance, Michael Haneke a commencé à faire des films à la fin de la quarantaine. Donc, vous pouvez prendre votre temps, vous n'êtes pas obligé d'être Xavier Dolan puis de faire des films à 19 ans puis à la Cannes. Ça n'arrivera pas. C'est pas très jojo comme cinéma, mais ça fait du bien des fois des petites claques d'en face. Puis ça en est une très très bonne. C'est ça, aujourd'hui, je choisis pas nécessairement mes 5 films préférés, mais plus 5 films qui m'ont forgé, on va dire. Je sais pas qu'est-ce que ça a forgé, mais ça a donné ça. Prochain film, Hal Ashby, un réalisateur que j'aime beaucoup. Il a pas fait des tonnes de films, je pense que ça se tient à peu près une dizaine. Beaucoup dans les années 70. Moi, c'est le cinéma que je préfère, le cinéma américain des années 70. Il se passait clairement de quoi aux États-Unis des années 70, surtout le New Hollywood qu'on appelait. Là. Puis Hal Ashby, c'était une liberté, un côté décomplexé. C'est un peu l'inventeur de la comédie un peu plus trash, on dirait. The Last Detail, c'est incroyable avec Jack Nicholson, mais moi, j'ai vraiment une grande fascination pour Chiampou. L'histoire d'un coiffeur, puis je vais prendre les termes du film en québécois, il veut juste tout fourrer. C'est vraiment juste ça qu'il veut faire. Ça finit, c'est un spoiler, mais il finit en disant « Regardez, I wanna fuck them all ». Puis je trouve ça très drôle d'assumer ce côté-là. Ça se passe pendant les élections de 68. C'est très drôle parce qu'il y a comme beaucoup de musique pop, les Beach Boys, les Beatles, puis c'est pas un choix nostalgique. Puis ça, c'est le fun parce que c'est un film qui se passe à cette époque-là. C'est cool d'écouter un film qui se passe vraiment à cette époque-là, puis de voir un peu c'était quoi la fin du Summer of Love. Ça se passe vraiment à la fin de ça, la déception de ça, que tout fourré, c'est peut-être pas une bonne idée parce qu'il est très triste finalement, Warren Beatty. Puis c'est un peu un rôle pour rire de lui-même parce que c'était vraiment un womanizer. Puis là, il écrit le film aussi. Il a co-écrit avec Robert Towne, qui a écrit aussi Chinatown et The Last Detail. C'est super drôle. Ça commence avec une scène de 2 personnes qui baisent dans le noir sur Will It Be Nice des Beach Boys. C'est un chef-d'œuvre. J'adore Shampoo. Puis qui aurait fait un film sur un coiffeur? Ça, c'est quand même quelque chose. Je trouve ça malade. Takashi Miike. Ça, c'est cool, hein? Il y a comme... On pourrait prendre une... Il faisait 4 films par année à une époque. Dernier choix, j'ai courbé un peu les règles. J'ai pris 2 films parce que je pouvais pas passer à côté des films dans lesquels il y a une caméra fixée sur un véhicule en mouvement. C'est l'affaire qui me touche le plus, je pense, au cinéma. Il n'y a rien que je trouve plus beau. Même un mauvais film, s'il y a une shot dans lequel la caméra est sur un char, je vais aimer ce film-là. C'est pas vrai, il y a des films vraiment mauvais avec ça, mais 2 films très différents. Gina, de Denis Arcand, la plus grande poursuite de skidoo jamais filmée probablement, c'est incroyable. Il y a une scène de viol collectif aussi, ça c'est un peu moins bien vieilli, mais Denis Arcand a fait des grands films en début de carrière, mais c'est surtout la scène de skidoo, la poursuite dans le noir, à la noirceur, avec la neige, éclairé avec... C'est seulement éclairé avec des spots de voiture, en fait. C'est une grande inspiration pour mon court-métrage Le Prince de Valbé, qui était censé être un film de skidoo, mais j'avais pas les sous, fait que c'est devenu un film de 4 roues, ça coûte moins cher. Et Tulane Blacktop, qui est comme l'anti-film de char, un peu. 2 gars, Monty Hellman qui a fait ça, James Taylor, puis Dennis Wilson, des Beach Boys. James Taylor, c'est un chanteur pop. 2 chanteurs pop des années 60 qui chantaient vraiment des chansons super joyeuses, des chansons d'amour et tout, qui se font caster pour faire 2 gars qui se parlent jamais du film dans un char qui fait bien du bruit. Il y a un gars qui les accompagne, qui s'invente un peu une course avec eux. C'est super existentialiste. Les 2 gars, on sait jamais ce qu'ils s'en vont. Ils torchent tout le monde quand ils font des courses, puis ils ont un vieux char. Puis il y a vraiment des longues scènes dans le film où les deux gars parlent, puis on les entend pas parce que le moteur fait trop de bruit. On dirait que je nomme tous des trucs qui feraient que c'est un mauvais film, mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre. D'ailleurs, Criterion l'a sorti. Mais 2 films de caméra sur des véhicules. French Connection aussi, c'est un bon... il y en a plein de films. Mais ces 2-là, c'est 2 films vraiment importants pour moi. J'en parle vraiment souvent. Je les conseille à beaucoup de personnes, ces films-là. La plupart des gens ont haï ça. Mais peut-être que vous êtes différents. Que voilà, c'est mes 2 derniers choix. J'ai courbé les règles, mais des fois, on se permet ça. Je fais-tu comme je m'en allais? C'est quoi? OK. Bye! Salut!